ça fait 2 ans que j'en chie émotionnellement, en termes de fatigue, en termes d'énergie. Vraiment, je fais hyper gaffe à mon sommeil, je fais hyper gaffe à mon sport pour tenir le coup. En revanche, intellectuellement, créativement et même affectivement parlant, on est tellement dans le même bateau avec des gens qui somme toute sont super qu'il y a quelque chose de très humain là-dedans. La vie nous traverse, tu vois. Salut Caroline. Salut Tim. Bienvenue sur Plateau Mindset le média. Merci de m'avoir invité. Écoute, je suis absolument ravi de t'avoir, d'autant que tu es la première invitée confrère, puisque d'une certaine façon, toi et moi, on fait le même métier. Tout à fait. Et je trouve que dans cette période de turbulence de la tech en France, du recrutement, de l'emploi, c'était assez sympa de pouvoir se parler entre confrères. Tout à fait. Et c'est sympa de sentir toujours la solidarité de l'écosystème, ça fait plaisir. Bah oui, ce qui est important, c'est que le marché entier gagne. Exactement. Et qu'on ne se regarde pas chacun nos pieds. Voilà. Alors, est-ce que Caroline, tu peux te présenter ? Oui, Caroline Pailloux. Je suis fondatrice et dirigeante de Ignition Programme, que j'ai fondé il y a 11 ans. Ça passe vite ? Ça passe vite. C'est une très belle aventure. Il se passe plein de choses en même temps, donc ça passe vite et en même temps, c'est riche. Et qu'est-ce que tu as fait avant ? Et avant, j'avais fait une dizaine d'années dans le conseil. D'accord. Conseil chez Capgemini Consulting. Okay. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Ça a changé plein de fois de nom. Ok. Et le déclic donc, pour créer Ignition Programme à l'époque, pourquoi tu as monté ta boîte ? J'avais envie de créer une boîte dans laquelle les gens seraient bien. C'était un peu J'avais envie de monter une boîte. J'avais des envies de création. Ok. Voilà. Et j'avais des envies de création. D'ailleurs, j'avais tellement d'envie de création que j'étais prête à monter une boîte. Puis finalement, j'ai fait 2 enfants. Puis finalement, après, j'ai monté ma boîte. Et puis après, j'ai refait 2 enfants. Enfin, il y a une espèce de... Pour moi, ça s'imbrique, ça se tricote, ces histoires-là. J'ai envie de créer. Voilà. Une famille, une boîte... des choses. Oui, donc tu as un peu tout fait en même temps, quoi. Bah oui, mais tout le monde fait un peu tout en même temps, non ? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, et pourquoi ce secteur d'activité ? C'était quoi le constat de départ ? Et pourquoi Ignition Programme ? Ça veut dire quoi ? Oui, parce que finalement, j'avais envie de créer une boîte, j'avais envie que les gens soient bien, mais ça ne disait pas Ignition Programme. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré d'autres entrepreneurs et on m'a fait part d'un problème marché à ce moment-là, il y a 11 ans, qui était que les startups avaient du mal à recruter des profils entrepreneurs, intrapreneurs qui sont capables de s'adapter aux premières années d'une boîte en très forte croissance. Et je me suis dit, mais c'est pas possible qu'elles aient du mal à recruter là-dessus parce que moi, j'en rêve de cet univers-là parce qu'on sent son impact dans les petites structures. Et j'avais envie de proposer cette sensation d'impact à un maximum de gens. Et ça correspondait assez bien à mon envie de rendre les gens bien épanouis dans leur travail. Et du coup, petit à petit, j'ai tricoté une entreprise qui permettait à bien plus que mon équipe de se sentir bien, utile, épanoui, en développement dans leur vie professionnelle. D'accord, d'accord, très bien. Tu as monté ça toute seule ? Au départ, je suis toute seule, mais pas longtemps, parce que très vite, Lucas m'a rejoint. Et au bout de 3 ans, on s'est associés. Et aujourd'hui, c'est un associé absolument formidable. Donc, je ne suis pas seule dans cette aventure. Ok. Et qui fait quoi entre Lucas et toi ? Ça change tout le temps, c'est les chaises musicales. D'accord. Mais dans l'ensemble, moi, je dirige la boîte. Et lui a beaucoup œuvré sur tout ce qui avait besoin de renouveau, de création, de créativité, de démarrage ou de redémarrage. D'accord, voilà. D'accord, ok. Donc, quelques mots de ta boîte pour la présenter. 10 ans, 11 ans déjà maintenant. Avant, parce qu'on peut parler peut-être avant la crise tech, il y a quand même eu une crise assez violente depuis 2 ans dans le monde, dans la tech. Et donc, il y a des acteurs qui ont disparu. Il y en a qui vont mal, il y en a qui vont relativement bien. Toi, tu as monté une boîte assez magnifique et connue sur le marché. Avant la tech, non, je t'en prie, avant la crise, combien de chiffre d'affaires, combien de collaborateurs dans les bonnes années, combien de mètres carrés de bureau? J'ai l'impression de faire un concours de pipi loin. J'avais en 2022, fin 2022, on a été 100. On avait effectivement, je venais de signer 1000 mètres carrés de bureau, c'est ce que je te disais juste avant qu'on démarre. C'était probablement pas malin à ce moment-là, mais bon, on était sur une belle trajectoire. Ouais. Voilà, 100 personnes, 1000 mètres carrés et chiffre d'affaires de l'époque 8 millions à peu près. 8 millions.
Ouais. Chapeau. Ouais, bah, Donc c'était là, chouette, là, ouais. tout était possible à ce moment-là. Ouais, du coup, on Voilà. prend des super locaux. Voilà. Et qui sont toujours super d'ailleurs, mais un peu chers. Ouais. Et là, on est en quelle année là? Fin 2022, c'est au D'accord. moment où j'ai mon petit 4e. D'accord. Voilà. Donc un peu tout en même temps. Ok. Et donc tu es maman de 4 enfants. Ouais, 4 garçons merveilleux. D'accord. Ils me font beaucoup de bien. Alors je pense que ça va être une bonne transition sur le mindset, puisque tu es entrepreneur, mère de 4 enfants, tu fais beaucoup de sport, on en a parlé aussi. La première question que je vais te poser, c'est quelle est ta définition du mindset, Caroline? Du mindset. Enfin, évidemment, quand tu me poses cette question, je pense à Carol Dweck. Donc, je me dis, ma définition. Est-ce que ma définition du mindset est la même que de se dire il y a des mindsets fixes et des mindsets apprenants? Oui, en partie. Moi, je crois que ce qui définit beaucoup ma manière de fonctionner, c'est l'énergie. Et donc, j'essaye d'utiliser et de focaliser cette énergie sur ce qui compte pour moi de créer. Voilà, D'accord. on en revient à cette idée de créativité. Et j'aime effectivement entretenir cette énergie, D'accord. d'où le sport. Ça D'accord. s'entretient, l'énergie, ça n'est Ouais. ça n'est pas donné. Et l'orienter sur ce qui peut me permettre de le mieux créer des choses utiles. Et donc, il faut apprendre pour ça. D'accord. Si je ne me mets pas dans un mindset d'apprentissage, ça ne fonctionne pas. D'accord. Mais oui, pour moi, c'est une orientation de l'énergie vers ce qu'on a envie de laisser comme trace. On n'est pas là longtemps. C'est vrai. Finalement, à l'échelle de l'univers, on ne sert pas à grand-chose. Donc, la question, c'est quelle petite trace on peut créer, laisser et rendre utile. D'accord. Donc tu réponds en même temps à la deuxième question, et c'est très bien, sur la définition du mindset de Caroline. Ouais. Ton mindset, il est plutôt justement growth mindset, drivé, pardon pour les anglicismes, vers plutôt de la, comment dire, l'énergie, trouver son énergie à l'intérieur de soi et être capable de l'engager, de l'embarquer pour rayonner et apporter de l'énergie vers les autres, c'est ça? Pour créer quelque chose. Pour créer Je crois quelque vraiment chose. pour créer quelque chose. Il y a vraiment cette idée de création où j'ai envie de créer, alors moi, des environnements de travail qui sont épanouissants, où j'ai envie de créer une entreprise dans laquelle les gens se sentent bien. Je me voyais l'autre jour, on faisait un exercice, tu sais, nous on est très co-développement, je te raconterai un peu toutes nos activités, mais on est très co-développement, on faisait un exercice de co-développement dans mon équipe, et je me disais, en fait, moi ce que j'aime aussi créer, c'est un genre de foyer dans lequel les gens se sentent bien, et après ça ne veut pas dire que les gens ils sont accrochés, mais simplement que c'est un endroit dans lequel on peut être bien. Donc voilà, moi ça fait partie des choses que j'ai envie de proposer au monde. Voilà, donc la question en termes, quel est mon mindset? J'ai envie de proposer au monde des choses utiles, et pour ça j'oriente mon énergie sur ce qui peut le permettre. Voilà. D'accord, donc on est quand même j'alimente et j'oriente mon énergie. Voilà. On est quand même sur une ouverture d'esprit forte, et une ouverture vers les autres pour leur apporter quelque chose de bon qui va permettre de construire ensemble quelque chose, si je reformule. Exactement. Ok, super. Alors moi, ce qui m'intrigue, et on en parlait un petit peu tout à l'heure quand on a bu un café, c'est comment tu as réussi à faire une boîte de presque 10 millions d'euros en aussi peu de temps. En tant que femme, il y a moins de solo founders femmes comme, ce qui quand même est un problème, mais heureusement c'est en train de changer. C'était quoi les recettes? Pour moi, c'est comment ton mindset t'a permis d'aller aussi vite depuis 11 ans jusqu'à, et on parlera après de la bulle qui a cassé dans la tech. Comment tu as fait et comment ton mindset t'est arrivé jusque-là, en fait? T'as fait arriver jusque-là. Si je le savais complètement, peut-être que ce serait mieux. Mais ce que je peux t'en dire, c'est que j'ai eu la chance, j'ai la chance de ne pas avoir très peur. Ok, tu as confiance. J'ai une grande confiance en une forme de bonne étoile, ça va se terminer bien, ça va aller bien, tant que tout le monde est en bonne santé. Okay. et qu'en fait, au fond, il n'y a que ça qui compte. Donc le reste, au fond, c'est du bonus, et c'est du bonus si je le veux bien, quoi. Il y a une forme de... je vais attraper ce qu'il y a de bon dans ce qui m'arrive, et c'est ça qui crée... En fait, la confiance crée la confiance. Enfin, tu vois, la confiance crée l'énergie, permet de se prendre des risques là où on n'aurait peut-être pas pris, de mettre de l'énergie dans des projets, parce qu'en fait, si on pense qu'ils vont aboutir, on y met plus d'énergie, et Bien sûr. ça nous coûte moins. Voilà. Donc, une certaine confiance en l'avenir. Donc ça, c'était de la chance, parce qu'en vrai,
Qu'est-ce qui fait qu'on a confiance? Je ne sais pas. Et puis des bonnes paroles. Je me souviens de mon père, à un moment donné, qui me dit... je lui dis, ouais, ça marche pas trop mal. Je suis au tout début. Je lui dis, ouais, ben non, ça va, mais je sais pas très bien comment gérer la suite. J'ose pas trop recruter, c'est un peu risqué et tout. Et il me dit... t'as trouvé la recette des pizzas, t'as un four, t'as de la pâte. En fait, t'as fait une pizza, maintenant tu mets plus de pizza dans le four et ça va faire pareil. Génial. Et j'ai dit, ah ouais, donc en fait, si ma recette marche pour une pizza, en fait, je peux essayer pour 3 sans prendre trop de risques. Et puis après, je peux essayer pour 10 sans prendre trop de risques. Et en fait, je n'ai fait que ça. J'ai regardé mes unités de production qui étaient réplicables et qui fonctionnaient bien. D'accord. Et j'ai répliqué. D'accord. J'ai répliqué. Alors, quand je parle d'unité de production, ça a l'air pas très glamour, mais au fond, j'ai regardé une recette entre un dispositif organisationnel, un pricing, un market fit, des people. Ouais. Comment ces gens... qu'est-ce qui fait que cette recette-là marche avec ces gens-là? Donc, qu'est-ce qu'il faut répliquer? Et à partir de cette recette-là, on a répliqué assez vite. Ouais. Parfois trop vite au goût de certains, parfois pas assez vite au goût d'autres. Oui. Voilà, mais à la fin, c'était un rythme. En fait, on s'est mis un rythme où on s'est dit pas plus que ce qu'on est capable d'absorber d'un point de vue management. Voilà. Je comprends. Ok. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que, un peu comme dans la pyramide de Maslow, tant qu'on a la santé, le reste, c'est nice to have. Donc, on peut y aller. Ouais. Et du coup, j'ai la confiance. Et si j'ai la confiance, je vais créer des opportunités qui vont m'arriver. Parce que pour moi, la chance, là c'est Tim qui parle, se provoque. Et si on n'a pas cet état d'esprit, ce mindset d'ouverture, et qu'on génère de la confiance chez les gens, on ne peut pas avancer. C'est un peu ça l'idée, ouais. D'accord. Donc tu fais ta première pizza qui marche, une deuxième, une troisième, tu rachètes un autre four, qualité d'exécution, les clients sont contents, etc. Est-ce que tu peux nous dire à ce moment-là quel était ton métier au début, il y a 10 ans ? Au tout début, je fais en quelque sorte je fais du recrutement, sauf que j'ai tout de suite 2 branches. Une branche formation, gestion de communauté, et une jambe formation, gestion de communauté, et une jambe recrutement. C'est-à-dire que je plaçais des candidats dans des startups tout en les formant au fil de l'année, donc leur première année de job, je continue à les former sur de l'entrepreneuriat par des case studies communs dans des entreprises qui recrutaient avec nous. D'accord. Et ça nous a fait constituer dès le début une communauté de candidats très très solide, très soudée. Je comprends. Et c'était très chouette parce qu'au bout de 10 ans, ces gens-là qui avaient participé à cette communauté, quand on a fait notre anniversaire, ils sont venus de toute la France. Génial. Et ils m'ont dit des choses hyper touchantes sur le fait qu'on avait changé leur vie, qu'on avait donné une trajectoire différente, que grâce à ce qu'on leur avait fait prendre conscience, ils avaient pu aller vers des trajectoires qui leur allaient vraiment profondément bien. Et ça a été un cadeau incroyable. Je comprends. Ouais. Et donc, tu réussis, au bout de 10 ans, à avoir une communauté d'alumni qui, aujourd'hui, j'imagine, sont tes porte-paroles, t'apportent du business, sont des candidats. Oui, bien sûr. On a un soutien de nos candidats qui est énorme. Alors après, évidemment, l'histoire de la boîte, en 11 ans, elle a bougé. Elle a ça, c'est ce qu'on faisait au début. Oui, les grandes étapes. Les grandes étapes. Écoute, il y a une étape où effectivement, on ne parvient plus à avoir une communauté de candidats. Et c'était très dur pour moi. C'était au moment du Covid, notamment parce que ça s'animait plus à ce moment-là. Aussi pour des histoires de people, c'est-à-dire qu'au même moment que le Covid, j'ai un départ sur mon Head of Community. Du coup, avec le Covid, Forcément. on se dit qu'est-ce qu'on fait de cette communauté alors que voilà. Du coup, on n'anime plus ça de la même façon. C'était un peu douloureux. Pour moi, c'était assez douloureux. Ouais. Et en même temps, avec le Covid, on a tous pensé à autre chose. Ouais. Et en même temps, on développait une formation au management. D'accord. Et tout un set de compétences sur le développement personnel, le co-développement, le coaching, etc. Donc, on a développé petit à petit.
on est passé on fait du recrutement avec gestion de communauté, à on fait du recrutement et de la formation au management, et puis petit à petit du coaching et du co-développement, etc. Et puis juste après le Covid, j'ai retrouvé mes envies de communauté, puisqu'on a créé une communauté d'entrepreneurs à ce moment-là, qui s'appelle le Club Bootstrap. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Okay. Et qu'on gère avec du co-développement. C'est vraiment une proposition d'accompagnement de dirigeants par les pairs, avec des techniques assez pointues de co-développement qui permettent d'aboutir à des conversations et à un niveau d'échange que moi je trouve absolument remarquable. Je n'y suis pour rien, ces techniques, je les ai apprises ailleurs. D'ailleurs, je dois rendre hommage à Toscane Accompagnement qui nous a, pour l'essentiel, formés. On a aussi été chez EVH, on a fait plusieurs types de formations, mais Toscane Accompagnement nous a vraiment énormément enseigné sur ces sujets-là. Donc voilà. Mais ce que je trouve intéressant, je reviens au début de l'histoire, c'est que tu fais dès le début ou quasiment du recrutement et ensuite de la formation sur les candidats que tu as recrutés finalement dans l'onboarding, c'est ça? Je suis organisme de formation, moi. Je suis né organisme de formation. J'ai commencé par une activité de recrutement dans ce que je faisais, mais quand j'ai déposé les statuts, je les ai déposés organisme de formation. Parce que je voulais avoir ces deux jambes d'accompagnement et de recrutement, enfin de créer la bonne équipe. Oui. J'ai toujours cru que pour être bien dans son job, il faut être dans la bonne équipe. Bien sûr. Et il faut continuer à être accompagné pour que ça marche. Et donc, j'avais tout de suite posé ça. Et puis, dans le temps, je te dis, l'accompagnement n'était plus sur les candidats, mais plus sur les entrepreneurs. Oui. Et puis, récemment, on a monté un programme de e-learning pour nos candidats, pour leur permettre de monter en compétence sur le métier d'être recruté. D'accord. Je trouve que, en fait, moi, il y a un truc que je trouve absolument scandaleux, c'est que les gens sont formés, hyper compétents dans leur métier, et on les juge au moment de changer de job sur leur capacité à postuler. Oui, tout à fait. Sur lequel ils ne sont pas formés. Pas formés. Ouais, il n'y a pas de formation sur ce truc-là. Donc, tu as monté un programme pour aider les candidats à être meilleurs en entretien, c'est ça? Ouais, exactement. Génial. Ouais. Génial. Ouais. Et tu as fait ça quand? On a fait ça en 3 mois parce qu'on avait énormément de bagages. Et donc, on a condensé ça sur un projet de 3 mois en mai. C'est sorti en octobre. On a démarré en mai, c'est sorti en octobre. D'accord. Donc, et donc, c'est un cadeau que tu fais aux candidats. C'est pas oui. Qui finance. Enfin, il y a un business model derrière ou pas? L'objectif. Alors, en fait, ce qu'on leur propose, l'objectif, c'est en fait, dans cette période où il y a quand même peu d'emplois, il y a une défiance envers les recruteurs parce qu'ils viennent à nous et puis on leur dit, dans ton domaine, j'ai une offre et 10 candidats. Donc, donc les pauvres, on avait. Moi, c'était pas OK pour moi qu'on ait rien à leur offrir. Je comprends. Et donc, ils nous donnent leur... d'abord, ils nous confient beaucoup, c'est important pour eux. Oui. Ensuite, nous, on gagne de l'argent quand on les place. Oui. Je trouve que la moindre des choses, c'est de leur rétribuer quelque chose. Et en plus, ça nous rend service, parce que s'ils sont meilleurs en entretien, tu les places mieux, quoi. Je les place mieux. Donc, c'est win-win. OK. Voilà. Et par ailleurs, je me suis dit, en fait, ça suffit pas. Que ça ne suffit pas qu'ils aient toutes ces vidéos. Parfois, il leur manque un truc. Enfin, bien sûr. Toi, tu fais ce métier, tu vois bien que parfois, on ne se voit pas. On a beau avoir tous les tips de la Terre, on ne se voit pas. Tout à fait. C'est un peu comme au yoga. Tu vois pas que tu es en train de lever la main complètement de biais. Ouais. Bon, il faut quelqu'un pour te dire, en fait, c'est là, quoi. Et du coup, je propose, pour ceux qui ont fait les vidéos et qui trouvent que c'est pas suffisant, je propose des accompagnements de candidats qui, eux, sont payants, mais qui permettent, pour ceux qui ont envie d'être entraînés par un coach, de s'entraîner et d'apprendre cette compétence de postuler. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Et tout à l'heure, tu parlais de modèle, enfin, on parlait de business model. C'est quoi ton business model dans le recrutement, Théo? Parce que tu as tout et son contraire sur le marché, comme on le sait, toi et moi. Et donc, c'est quoi aujourd'hui ton offre et ton business model? J'ai un peu tout fait, mais aujourd'hui, j'en suis revenue au seul modèle qui, à mon sens, est capable de soutenir le business. C'est
un frais de 25% du salaire brut de la personne placée avec un acompte que nous, on place à 4 000 euros. D'accord. Pour pouvoir travailler en confiance et pour pouvoir faire le travail. Il y a énormément de travail en amont la recherche. J'en sais quelque chose. Et donc, quand on commence, en fait, ce qui s'est passé là ces derniers temps, parce que sur les dernières années, on a beaucoup travaillé au succès, nous. D'accord. Et donc zéro à compte. Zéro à compte et tout quand on a trouvé quelqu'un. Ça marchait bien dans un marché en très forte croissance. Oui. Et en fait, en ce moment, c'est en train de tuer tous les recruteurs. Donc bientôt, nos clients n'auront plus de recruteurs s'ils continuent à faire comme ça. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Ils mandatent 5 cabinets sur une offre que, un coup sur deux, ils annulent parce qu'en fait, le marché est un peu tendu. Oui. Donc ça détruit 4 fois la valeur d'un placement. Enfin, ça détruit 4 fois la valeur d'un placement. Je suis tout à fait d'accord. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Les cabinets vont moins bien. Du coup, ils se précipitent sur tout ce qui bouge. Et pour survivre. Voilà. Et ils ont 5 fois moins de bandes passantes pour le même prix. Oui. Et donc, ils font 5 fois moins bien. Donc, c'est ça qui s'est passé sur les 2 dernières années. À mon sens. Destruction de valeur très violente. Destruction de valeur pour tout le monde, parce que les clients n'y trouvent pas leur compte, ils trouvent les cabinets de plus en plus mauvais, ils ont raison. Bah oui. Donc, ce qu'on a fait, c'est que nous, on a refait un cap sur la qualité très fort, on a mis en place du lean chez nous pour être de plus en plus puissant sur cette qualité d'exécution. Oui. Et du coup, notre qualité d'exécution étant revenue à un niveau, à mon sens, best in class, et c'est ce que nous disent nos clients qui nous mettent des notes de satisfaction excellentes, du coup, on refait payer un acompte parce que ça me paraît normal. Je comprends. Voilà. Non, c'est hyper intéressant parce que voilà, j'ai écouté des podcasts sur le métier. Il y a un monsieur que je suis sur LinkedIn, Joseph Calin, pardonnez-moi pour l'orthographe, qui a un gros cabinet de recrutement et qui a plusieurs verticales et qui a créé un podcast et qui reçoit beaucoup de gens. Donc assez intéressant. Et lui, je me rends compte, moi qui viens pas du tout de ce milieu-là à la base, qu'il y a plein de cabinets de recrutement qui sont pas du tout... qui sont que au succès. Il y en a un autre, Laurent Brouat, donc je crois que c'est les talents narratifs, pareil, je le salue et je le suis sur LinkedIn. Tout à fait. Et moi, je me suis aperçu qu'il y avait en fait 1001 modèles. Ah ouais. Et en fait, je pense pas qu'il y a de meilleurs modèles. Nous, on est entre guillemets à l'opposé de ça, nous chez Mindhunters, puisque nous, on est à 25, comme toi, 25% du salaire fixe plus variable, 100% du candidat. Et nous, on est au mandat et on est à un tiers. Qui est le modèle classique, hein, attention. Ouais. C'est celui-là qu'il y a depuis des décennies, simplement parce que c'est celui-là qui fonctionne dans la durée. Ouais. Quand il y a eu une très forte croissance, on pouvait se permettre de... Je comprends. Parce que les gens ne mandataient pas non plus 5 cabinets sur une offre. Voilà. Donc nous, c'est ça. Ce qu'on dit à nos clients, c'est que notre pricing va avec la très haute qualité qu'on a, puisque quand on est avec vous, on prend la charge mentale et après on y va et on est obligé de délivrer jusqu'au bout. Et puis ça oblige le client à s'investir, parce que quand le client ne prend pas soin de son recrutement, ou quand il mandate plusieurs personnes et que du coup il envoie des briefs différents parce qu'en fait... Il n'y a aucun engagement du client. En fait, il n'y a aucun engagement et du coup, ça ne peut pas se faire. Donc à la fin, tout le monde perd. Voilà, et je trouve que pour la marque employeur du client, c'est aussi une catastrophe. Oui, parce que les candidats vont se faire appeler par plusieurs cabinets pour le même poste et la même entreprise. Donc moi, je pense que finalement, tout le monde y perd. Et je pense que les clients, à première vue, certains clients pensent y gagner, alors qu'en fait, ils sont en train de, entre guillemets, détruire leur marque employeur, puisque les candidats vont se faire approcher. C'est vrai que ça irrite beaucoup les candidats. Mais bon. Mais bon, il y en a encore qui pensent, parmi nos clients, tu le sais, il y en a encore qui pensent que ça doit être au succès. Et donc, il y a encore une offre pour ça. Simplement, moi, je choisis de travailler différemment. Voilà. Toi, tu fais de la grande qualité. Donc, c'est ça aussi. Ça dépend du niveau de qualité que tu es prêt à offrir, que tu es capable de délivrer. Oui, mais moi, j'ai un petit setup par rapport au tien aussi. Donc, en fait, oui, je pense qu'on a tous nos avantages compétitifs et par rapport à nos tailles, à la façon dont on travaille et justement à notre business model. Et donc, tout ça nous conduit, Caroline, à un truc bizarre qui est un email de Sequoia à ses participations il y a 2 ans et demi à San Francisco, qui commence à dire nous... depuis Palo Alto, on veut de la rentabilité et le market, le growth, on s'en fiche. Maintenant, on veut que nos participations soient rentables. Et il y a 2 ans et demi, je me souviens encore de ce mail qui m'avait un peu fait peur, a sonné le glas
de l'âge d'or que l'on a tous connu, avec une violence immense, et on peut dire que la bulle tech a juste éclaté. Donc, comment est-ce que toi, tu as vu les signes avant-coureurs? Comment est-ce que tu l'as vécu? Manifestement non, puisque j'ai signé 1000 mètres carrés de bureau juste avant, donc non. Et moi non plus, je ne l'ai pas vu. Ouais, je ne l'ai pas vu, non, je ne l'ai pas vu. Pourtant, ça faisait longtemps que je me disais ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Peut-être qu'enceinte, j'étais plus optimiste, j'en sais rien. Ouais. Mais en tout cas, c'est sûr qu'à ce moment-là, j'ai pris le risque sur les locaux. Et voilà, donc non, je crois pouvoir dire que je ne l'ai pas vu. Après, il y a aussi qu'on a vu des gens dans mon équipe m'ont dit, ça va secouer beaucoup plus fort. Ouais. Je ne l'ai pas cru parce qu'on s'était déjà cogné quand même quelques petits ralentissements de marché, des prises de respiration, et que ça s'était toujours très bien passé pour nous. Donc, et puis on venait de se prendre le Covid. Alors justement, et quand même, avant de parler de l'éclatement de la bulle, le Covid, comment ça s'est passé? Bon, écoute, pas si mal. Franchement, pas si mal. C'était sur le moment, on a eu l'impression que le monde s'était arrêté de tourner. Ouais. D'ailleurs, il s'est un peu arrêté de tourner. Et puis 4 mois plus tard, tout était reparti. Donc en fait, et du coup, quand il y a eu ce gros arrêt du marché fin 2022, moi je me souviens, j'étais sur la table d'accouchement, donc décembre, je vois les chiffres à tomber, je fais puis je me suis dit, j'ai autre chose à penser, j'ai posé le téléphone. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, on a traversé le Covid, en vrai, ça peut pas être pire. Il peut plus rien nous arriver, Ça peut pas être pire. Ouais. Et en fait, si. En fait, c'était il y a 2 ans à peu près. Ça, c'est bien plus dur que le Covid. Et donc, ça s'est dégradé vite? Ça s'est dégradé très fort une première fois. En fait, moi, mon expérience, c'est que ça s'est dégradé très fort sur les 3 automnes, enfin au début d'hiver. D'accord. 2022, 2023, 2024. D'accord. À chaque fois, ça repart un peu ensuite, et puis ça replonge en octobre. Donc c'est assez inconfortable. Et comment, justement... en fait, tu arrives à une boîte magnifique, tout va bien, super rentable, tu prends 1000 mètres carrés de locaux, etc. Le monde t'est ouvert. Et là, éclatement de la bulle. Donc, comment le mindset de Caroline, à ce moment précis et maintenant, parce qu'on en baffe tous, on va pas se mentir, le marché est compliqué, comment ton mindset aujourd'hui te permet de te lever le matin, tu gères tes 4 enfants, tu fais ton sport, tu as ta boîte à gérer, tu as été obligé de te séparer de collaborateurs et l'avenir n'est pas forcément à court terme facile. Comment tu fais et comment ton mindset va t'aider à traverser cette période et finalement à te réinventer encore une fois? Ouais. Écoute, je sais pas, je dois avoir de la chance quand même parce que j'ai de l'énergie. Je crois d'abord, mes enfants vont bien, je vais te dire. Et ça, tous les matins, tous les soirs, quand je vois ça, je me dis, en vrai, pas de problème. Oui. Pas de problème. Voilà. Tu vois, il y a des choses plus graves que... Voilà. Puis quand on a 4, quand ils vont bien, enfin, tu vois, je veux dire, en plus, quand on a 4, ils ont toujours âge un virus. Ouais, ils ont quel âge? Ils ont 14, 12, 4 et 2. D'accord. Donc, quand, tu vois, ils ont toujours un petit virus, etc. Donc, tu as toujours un peu le... Ah, est-ce qu'ils vont aller bien? Eh bien, en fait, ils vont bien. Et bien déjà ça, tu vois... Je comprends. Voilà. Donc prise de recul énorme grâce à tes enfants et à ta famille, et à ma famille, en disant qu'il y a des choses qui est... comptent vraiment cruciales et le reste... Voilà. Donc le si reste, ça tangue sur le reste... Voilà. Le reste, c'est pour le jeu de la vie. Donc ça me paraît plus du domaine du jeu. On a... le contexte change énormément et quand la contrainte est forte, la créativité est forte. Tout à fait. Et moi, j'aime bien la créativité. Donc, c'est un terrain sur lequel je m'éclate intellectuellement. Enfin, ça fait 2 ans que j'en chie émotionnellement, en termes de fatigue, en termes d'énergie. Vraiment, je te dis... C'est lourd, mais bien sûr. Je fais hyper gaffe à mon sommeil, je fais hyper gaffe à mon sport, des trucs pour tenir le coup. En revanche, intellectuellement, créativement, et même d'une certaine façon, je dirais, je n'ai pas envie de dire émotionnellement, parce qu'émotionnellement c'est dur, mais affectivement parlant, on est tellement dans le même bateau avec des gens qui, somme toute, sont super, qu'il y a quelque chose de très humain là-dedans. La vie nous traverse, tu vois. Je comprends.
Donc du coup, là, Caroline se lève tous les matins avec des décisions difficiles à prendre hier, aujourd'hui et demain. Un business incertain. Comment tu parles à tes équipes? C'est quoi aujourd'hui la relation que tu as avec eux et comment tu vois les choses pour pouvoir t'adapter une énième fois à des règles du jeu qui ont encore changé, quoi. Bon, mon choix, ça a toujours été un maximum de communication. Ok. Donc ça a toujours été mon choix. Ça demande beaucoup d'énergie parce qu'en fait, les choses évoluant très vite. Il faut communiquer énormément. Je comprends. Tu vois, pour tenir la rampe de la communication. C'est à la limite garder tout secret. Bon, j'en suis totalement incapable, mais D'accord. ça m'éviterait beaucoup de conversations. C'est pas le choix que j'ai fait depuis très longtemps. D'abord, je suis parfaitement incapable de garder le moindre secret. Donc, je le dis à tout le monde pour qu'ils arrêtent de me donner des secrets que je suis incapable de tenir. mais c'est dur pour moi, face à quelqu'un de l'équipe, de ne pas lui dire exactement la situation de la boîte. Donc, j'ai toujours dit, voilà ce qui nous arrive, voilà combien il y a sur le compte, voilà combien on a gagné, perdu, etc. Voilà ce que je comprends des métriques économiques qui nous permettraient d'aller beaucoup mieux, etc. D'accord. Et ce qui est lourd, c'est que, évidemment, je raconte ça à des gens qui ne sont pas dirigeants d'entreprise. Oui. Et donc, chez qui ça génère des peurs, de l'inconfort, du stress, etc. Et en même temps, ça génère aussi beaucoup de prise de responsabilité, un engagement et des aventures humaines qui sont, à mon sens, plus fortes. Oui. Voilà. Mais des discussions difficiles. Donc, de la transparence qui te permet, toi aussi, de ne pas avoir un sas où tu caches un certain nombre de choses, etc. Donc vécu de façon plus ou moins malheureuse par différents collaborateurs. Ok. Et aujourd'hui, c'est ta garde rapprochée. Tu parlais de Lucas. Vous êtes combien dans le COMEX ou le CODIR? Il y a combien de personnes dans le CODIR opérationnel, j'ai 5 personnes. En réalité, j'ai une garde rapprochée un peu plus large que ça parce qu'on a renvoyé beaucoup de gens sur le terrain qui restent des gens qui donnent le sens de la boîte. Ok. Et donc, renvoyer sur le terrain, ça veut dire quoi? En fait, ils étaient au CODIR quand on était 100 et maintenant ils sont sales, recruteurs, D'accord. etc. Donc, ils apportent beaucoup de valeur à nos clients. D'accord. Parce qu'ils ont un savoir-faire immense. Mais du coup, ils sont un peu moins dans les instances de dirigeants. Et c'est normal, on est moins nombreux. Voilà. Ils permettent de créer le Ignition de demain. Oui. Et ça, c'est formidable, tu vois, d'avoir des gens qui ont, en plus, la latitude. On a une confiance réciproque pour qu'ils créent des choses très puissantes. Je comprends. Donc, c'est extrêmement puissant. Maintenant, c'est une garde rapprochée qui, du coup, c'est compliqué à vivre au quotidien parce qu'il y a des gens dont je suis très proche, dont j'ai besoin pour construire le Ignition de demain, qui ne sont pas dans mon CODIR parce qu'on n'a pas le temps. Ouais. Et donc, il faut que je gère la communication. Tu vois, ouais. Un peu. Et on parlait tout à l'heure aussi de ton concept de happiness in work ou happiness at work. Comment aujourd'hui, dans un moment dans l'avion de fortes turbulences, tu peux rester fidèle à ces valeurs-là et en même temps, la question qui va avec aussi, reprendre plus le contrôle. On parlait de télétravail aussi tout à l'heure ou de 4/5e. Comment ça se passe? Ouais. Alors, moi, je préfère parler, évidemment, on joue sur les mots, messieurs, d'épanouissement que de happiness, parce que, bon, d'abord, le bonheur, tu sais que moi, c'est un horizon intouchable. Plus tu essayes de t'en approcher, plus il s'éloigne. Donc, oui, c'est vrai. Donc voilà. En plus, on n'est pas responsable du bonheur de nos salariés, ce serait une utopie assez dangereuse à mon sens. Maintenant, on crée le cadre qui permet de se sentir à la fois puissant, impactant, et d'avoir une joie quotidienne à travailler sur ce qu'on fait et avec les gens avec qui on le fait. Ça, je crois que c'est du domaine du dirigeant et que c'est possible à construire. Et donc, pour faire ça, c'est vrai qu'en ce moment, ça tangue beaucoup. Et je vois que quand ça tangue, alors là, je vais prendre un côté maternel et je vais me faire peut-être harponner, mais je crois que comme les enfants, c'est important d'être contenant.
Oui. C'est-à-dire que, tu sais, un enfant qui a peur, c'est bien de le prendre et de le Oui. contenir physiquement parce que ça le rassure. Oui. Et en fait, on va pas, je ne contiens personne physiquement Bien en travaillant, sûr. évidemment, mais il est important de prendre des décisions plus radicales. Moi qui ai été très, très dans une entreprise où on a laissé énormément de liberté aux gens, beaucoup de co-décisions, beaucoup de discussions transversales, etc., et horizontales. Et en fait, en ce moment, dans la difficulté, je pose des choix plus forts. Des limites. Des limites. Pas forcément des limites en la défaveur Bien sûr. Et c'est pour ça que je te racontais que je réfléchis en ce moment à réinstaurer, peut-être d'ici quelques mois, quand on aura achevé notre réorg, réinstaurer peut-être des vendredis après-midi de vide fertile, tu vois, Ouais. donc des vendredis après-midi non travaillés. Le vide fertile, c'est quoi ? Le vide fertile, c'est l'idée que quand tu arrêtes de courir dans ta roue de hamster, des choses peuvent émerger qui sont bien plus riches que si tu continues d'essayer la productivité. Surtout dans un monde où l'IA va nous tacler notre productivité, en fait, il est important de garder cette capacité à faire des connexions par notre culture, par les choses qui nous intéressent, qui nous passionnent, etc., qui sont uniques, qui sont humaines et qui créent quelque chose de plus puissant pour les humains. Et donc, le vide fertile est quelque chose qui m'a toujours intéressée. On avait réfléchi juste avant la crise, on était prêt à appuyer sur le bouton pour le jour, tu vois, un jour off, mais rémunéré. Ah oui. Ça allait super bien à l'époque. Donc on s'est dit, vas-y, vas-y, 20% de moins de productivité, c'est pas grave, on s'en fout, on fait des marges de fou. Bon, depuis... La crise est arrivée. Ouais, depuis, il n'y a plus un rond. Mais ce qui est intéressant, c'est que... donc on avait tous décidé d'arrêter cette idée folle. Et néanmoins, elle reste dans un coin de ma tête maintenant qu'on est dans un monde très contraint, avec des données complètement différentes, une productivité complètement différente. Elle reste dans un coin de ma tête parce que je crois qu'après 2 ans de difficulté, il est important de trouver des moyens de recréer de l'espace. Oui. Et tu vois, tous les salariés n'aiment pas ce genre d'initiative. Forcément. Et donc, si je le laissais au vote, je ne suis pas sûre que ce serait voté. Bien sûr. Et je pense même qu'il est possible qu'il y en ait que ça emmerde. Bah bien sûr, qui forcément. préféraient d'abord contraindre le temps de travail sans baisser les objectifs. Enfin, je vais avoir des montées de boucliers, etc. Il y a aussi l'idée que il y en a qui préféreraient 10% de plus de salaire. Oui. Et en fait, je me dis, si je le fais, et c'est pas décidé, hein, donc qu'on ne vienne pas me voir en disant « Ah, t'as pas fait !» Mais si je le faisais, ce serait contraint parce que je pense... Ce serait parce que je décide que finalement c'est le meilleur moyen de permettre de la créativité et des choses plus intéressantes pour la boîte. Oui. Et que donc c'est un choix de boîte oui. et c'est pas un avantage salarié. Je comprends. Et à partir de ce moment-là, du coup, tu ne racontes pas la même histoire. Oui, je comprends. Parce que quand tu dis « Ah, vous auriez envie de quoi parce qu'on a dégagé plein de bénéfices et du coup, vous voulez quoi ?» En fait, les gens sont pas d'accord. Oui, et puis c'est la foire à la saucisse, quoi. Ouais. Alors que si tu dis « En fait, pour le bien de la boîte, et je crois aussi pour le bien des êtres humains qui sont là, je pose quelque chose. » Je comprends. C'est plus intéressant. Je comprends. Donc plus de limites, plus de direction, plus de fermeté, mais pas forcément... Il y en a qui vont bien le prendre et d'autres mal le prendre. Mais là, on est sur un sujet sur lequel, à mon avis, j'aurais pas les mêmes montées de boucliers que sur d'autres sujets. Tu vois, ces derniers temps, j'ai dû prendre des décisions qui sont pas les mêmes. Moins fun. Qui sont pas les mêmes. Qui sont pas du tout les mêmes et qui sont moins fun. Et en ce moment, ça tangue pas mal parce que je suis obligée de prendre des décisions. À la fois, les gens sont très contents que les décisions soient radicales et en même temps... si ça tombe sur eux, c'est moins drôle. À titre personnel, c'est jamais fun d'avoir un gros virage à 90 degrés, quoi. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a un sujet dont on n'a pas parlé encore. On en a parlé indirectement, mais c'est quoi ta définition de la culture de l'entreprise ? Et c'était quoi la culture d'Ignition Program au début ? Et est-ce qu'elle a changé ? Et est-ce que dans cette période compliquée, justement, elle est justement en train de changer par le mindset de Caroline qui s'adapte aussi, quoi. Ouais. Écoute, ma définition de la culture d'entreprise, c'est d'abord... la culture d'entreprise, elle se définit par des valeurs communes et un cap commun. D'accord. Pour moi, il y a à la fois l'idée qu'on a une mission commune. Oui.
qui est un des socles de la culture. Et puis après, il y a des valeurs communes. Et dans ces valeurs, il y a le fait de... Enfin, ces valeurs, elles donnent... et c'est important de les nommer, tout ça, c'est important de le nommer parce que ça donne le cap pour des décisions individuelles et collectives. Ça permet de vraiment se mettre d'accord. C'est-à-dire qu'une culture d'entreprise, elle peut être très cohérente. Si tout ça est défini, elle peut être extrêmement brouillon et en fait à peine exister parce qu'elle est très hétérogène. Donc, donc déjà, qu'est-ce qu'une culture d'entreprise cohérente ? C'est une culture d'entreprise dans laquelle le sens, les valeurs et les actes sont alignés. D'accord, sens, les valeurs et les actes sont alignés. Et donc pour que ça ce soit cohérent, en fait, ce qui est bien, c'est de nommer les choses. Parce que du coup, ça fait le bon pont entre les actes et le fond de ce qui anime les gens. D'accord, ok, super. Et si maintenant on parle de ta boîte, c'est quoi la culture de ta boîte ? Alors moi, je crois que ce sont... alors on a évidemment des valeurs qu'on a nommées, mais il y a un sens du collectif extrêmement puissant chez tous les gens qui sont là. Et un sens de l'humain et de l'aide à l'humain qui est extrêmement fort. Et à partir de là, et je crois... J'ai la chance d'avoir, alors après c'est aussi dans notre processus de recrutement, on l'intègre, ce culture fit, mais j'ai la chance d'avoir dans mon entreprise des gens qui sont extrêmement animés par la mission de la boîte. Là, quand ça tangue, j'ai entendu des gens me dire, mais ça n'est pas imaginable que le monde n'ait plus le droit à ce qu'on propose de la part de mes salariés. Et j'étais très émue d'entendre ça. Tu vois, donc moi ça me touche énormément. Bien sûr. Et après, on a nommé des valeurs qui vont autour de l'entraide, qui vont autour d'une liberté qui est contrainte par la nécessité d'aller vers notre mission. Donc, autant de liberté que possible dans la contrainte d'aller vers la mission. Et puis il y a cette importance que l'on donne à la légèreté. Alors ce qu'on appelle la légèreté dans la profondeur, mais il y a beaucoup de légèreté chez nous. Même en ce moment où c'est dur, tout le monde fait des blagues, tout le monde rigole, etc. Et en même temps, il y a une grande culture de la profondeur de discussion aussi, puisque on a cette compétence on est tous formés à la communication non violente, au principe de co-développement, à la discussion en profondeur. On a les outils et on tient énormément à ça, donc à ces discussions en vérité. Et donc ça fait aussi partie de notre culture. Et donc une certaine forme de transparence, ou pas de transparence, mais d'authenticité que l'on trouve absolument nécessaire. Et super, très clair. Et est-ce que cette culture, avec un marché violent, et des transfos de ta boîte du coup nécessaires, cette culture, elle est en cours de mouvement et d'évolution, ou alors finalement pas tant que ça ? Ce qui est intéressant, c'est que quand ça tangue, la manière de formuler les valeurs, qui à mon avis, et d'ailleurs je te les ai pas formulées exactement comme elles sont formulées dans nos templates, mais pas très loin, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a... les valeurs, au fond, elles ont assez peu changé, simplement dans leur âme. Ce qui a changé, c'est la formulation, parce que l'interprétation, et en particulier quand on est 100, l'interprétation dans un contexte peut ne pas être valide dans un autre contexte. Tout à fait. Et donc, il a fallu remettre sur la table les valeurs telles qu'elles étaient formulées, dire, en fait, du coup, on les a interprétées comment et où est-ce que ça a frictionné. Tu vois, ça a frictionné quand on a dit, tu sais, on est très très adepte de la liberté. Quand on était 100, il y a eu un moment, en particulier quand ça a commencé à basculer le marché. Tu as 100 personnes dans une très forte croissance avec plein de nouveaux, et là le marché bascule. En fait, l'interprétation de la liberté, pour certains, ça a été un enfer. Oui, je comprends. Donc en fait, ils ont eu besoin d'être contenus à ce moment-là. Et en même temps, on ne voulait pas enlever l'horizontalité, la liberté, etc. Donc on a redéfini la manière de consulter pour être dans cette liberté. Et c'est pas consulter à gogo pendant 20 ans parce qu'on perd en productivité. Il y a un modèle dans lequel voilà comment on opère la liberté chez nous. Je comprends. Et un peu pareil il y avait... à l'époque, c'était oser la transparence non violente. Et en fait, on formait tout le monde à la CNV. Et en fait, dans la crise, il y avait... Les gens avaient l'outil de la CNV, mais très jeunes. Or, j'imagine que tu maîtrises ces choses-là. Dans la CNV, ce qui est très important, donc, communication non violente. L'important, c'est l'intention.
Ok. Et en fait, et après, une fois que tu as calé ton intention, tu as des moyens d'amener ça à ton D'accord. interlocuteur. Et en fait, tu avais des gens hyper maladroits qui arrivaient avec une certaine agressivité en eux et qui essayaient par-dessus de coller de la CNV. Et alors, ça donnait des espèces de trucs où les gens, du coup, n'en pouvaient plus de la CNV, qu'ils trouvaient finalement assez peu authentique. Oui, il y avait un copier-coller Ouais, au-dessus. assez peu authentique. Et donc, on a rétabli ce qui est important, c'est l'authenticité. Et ce qui est D'accord. important, c'est une certaine bienveillance et ne pas plaquer une intention sur l'autre Je comprends. sans en avoir parlé, quoi. Je Et une fois comprends. qu'on a rétabli les principes, en fait, ça va. Donc là, entre l'intention et la verbalisation, elle dépend du contexte. Oui. L'intention, elle change pas tellement si on se remet bien d'accord autour d'une table. En réalité, on s'aperçoit que l'intention n'a pas changé. Juste le contexte a changé, donc la verbalisation et le cap et la boussole doivent s'adapter. Ok, super. Très, très précis et hyper intéressant. J'ai une autre question pour toi. Si tu étais voyante, extra-lucide, qu'est-ce que tu vois pour les prochains mois et peut-être les prochaines années? À 3 ans, c'est une question méchante parce que c'est impossible. Et le contexte. C'est une Et question toi, drôle. comment ta boîte, tu vas adapter les choses ou comment tu vas te métamorphoser? Écoute, je trouve ça très drôle déjà parce que moi, je suis jamais allée voir une voyante, mais ma sœur a été Ah voir oui une voyante en juillet dernier, Ouais. qui lui a dit ça va être encore difficile jusqu'à mars, mais en mars, tout va mieux. Et je me disais, d'abord, c'est loin mars, tu vois, Ouais, depuis ouais. juillet dernier, Ouais, je me ouais. disais, c'est loin Ouais, mars. ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, là, je suis en pleine réorganisation et que cette réorganisation sera aboutie en mars. Et D'accord. donc, je me dis, mais comment c'est possible? Est-ce qu'il y a un truc autodéterminant Ouais, ou est-ce qu'elle a comprends. vu quelque chose? Mais Ouais. ça me trotte dans la tête là depuis une semaine et donc tu me dis ça. Je trouve parce que je viens de voir un peu le calendrier atterrir et je me dis En fait, ouais. d'accord. Bon alors donc moi je Si vois t'avais que des ça... paris, ouais, si t'avais Du des coup paris moi à je vois faire. que ça va mieux en mars. Donc ça va aller mieux en mars pour toi et ça c'est Ouais. bien et bravo. Je Mais parce sais que pas tu comment. as pris des décisions Oui, j'ai pris des qui décisions. font que ça va aller mieux Ouais. parce que tu fais des décisions sur des choses que tu maîtrises Ouais. dans un contexte qu'on ne maîtrise pas. Ouais. D'accord. Oui. Ça c'est une première partie de la réponse. Donc ça je va aller mieux en mars. Je vais alléger beaucoup de mes coûts fixes. D'accord. Je prends des décisions un peu fortes pour plus de confort parce que c'est vrai que la situation là depuis 2 ans, elle est trop inconfortable. Je comprends. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je vois sur le marché? Je ne suis pas voyante moi, mais je pourrais te donner l'adresse de celle de ma sœur. Oui, peut-être. Ce que j'observe, c'est que l'année 2025 s'annonce pas confortable. D'accord. Donc, il faut être très agile. Oui. Et moi, ce que je sens quand même, et c'est pour ça aussi que j'ai grande envie de plus d'agilité et d'une organisation, je vais m'organiser dans des petites unités, en fait, ce que j'ai prévu Comme de faire. des squads. Ouais, très indépendantes, très autonomes sur leur PNL, Oui. de telle façon que ce soit très lisible. Je comprends. La rentabilité, etc., pour pas qu'il y ait des effets de domino. On peut pas avoir des effets de domino dans cette période-là. En tout cas, moi, j'en veux plus. Je veux pas que quand il y a une personne qui part ou qui arrive à tel département, en fait, je suis obligée d'en prendre 2 ici ou 3 ici. En fait, ça, c'est trop lourdingue. D'accord. Donc, là, je fais une réorganisation. On aura des toutes petites entités. Ok. Qui seront très autonomes et qui auront la possibilité d'être plus agiles et plus créatives. Et pourquoi je vais chercher ça? Non seulement parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans la période et que ça leur permet d'avoir un pilotage beaucoup plus court terme sans perdre de vision long terme. Ensuite, parce que j'ai dans mon équipe en ce moment des gens qui sont extrêmement concentrés sur la mission et donc je peux avoir cette décentralisation très forte de manière complètement détendue. Et enfin, parce qu'avec l'IA, on va être complètement... on va avoir des possibilités, des effets de levier que nous n'entrevoyons même pas. Et je veux le champ le plus libre possible. Je comprends. Pour chaque entité et pour chaque personne pour innover. Ok, si je reformule, hyper intéressant. Donc, tu vas utiliser notamment le levier de l'IA pour donner naissance à des squads avec... donc des petites équipes qui vont avoir leur PNL et toi avec l'équipe de direction vous allez être un peu les enablers et les chefs d'orchestre pour créer ces conditions du possible pour les différentes squads. En fait, squads. je veux même plus d'équipe de direction, il y aura que des chefs de BU
Ok. tu vois, qui seront en quelque sorte le codir, mais je veux quelque chose d'extrêmement horizontal dans lequel chaque entité a un produit et est responsable de son produit et de le faire évoluer dans un monde dans lequel l'IA est advenue et dans lequel le marché s'est contraint. Et donc, il faut qu'on retrouve là où il y a un vrai besoin marché avec ces nouveaux leviers comme l'IA. Ok. Juste un petit mot sur l'IA, parce que tout le monde en parle dans le recrutement. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui et qu'est-ce que demain vous allez faire, et à quel point ça vous aide en productivité? Oui, ça aide un peu partout. Moi, en recrutement, ça aide en productivité, c'est sûr, parce que ça permet d'écrire les comptes rendus d'entretien beaucoup plus rapidement, de faire des comptes rendus aux clients qui sont adaptés, des choses effectivement que beaucoup de gens utilisent. Moi, ce que je trouve aussi très intéressant et peut-être un peu plus rare, c'est que je l'utilise aussi beaucoup pour aller travailler les méthodes de co-développement avec de l'IA. Donc, je trouve intéressant, par exemple, de travailler la communication en CNV avec de l'IA. J'ai envie de dire ceci à un profil empathique. Génial. Mais en fait, je ne sais pas très bien comment lui annoncer. Ce n'est pas mon profil. Moi, je suis ceci. Comment tu reformulerais ? Voilà mon intention. Et pose-moi les questions pour qu'on le fasse bien. D'accord. Avec ChatGPT. Avec ChatGPT. Ouais. Il y a aussi, moi j'utilise beaucoup ChatGPT pour me coacher. Donc pour te coacher toi-même ? Je forme ChatGPT à me coacher moi-même. Ouais. Attends, tu me la refais ? Tu coaches ChatGPT à te former, à te coacher toi-même ? À me coacher. Je le forme à me coacher. Incroyable. Et comment tu fais ? Oh, c'est pas très difficile en fait. Incroyable. Je lui demande à chaque fois de reformuler donc je lui parle avec la fonction micro. Comme ça, ma pensée peut divaguer. Oui. Je lui expose mon problème. Oui. Et je lui dis reformule ce que tu as compris du problème. Oui. Et voici mon objectif. Et maintenant, pose-moi toutes les questions qui vont te permettre d'arriver à mon objectif. En fait, le premier prompt que j'utilise, c'est tu es un prompt ingénieur. Ouais. Et reformule ce que je te demande et mon objectif et pose-moi toutes les questions nécessaires pour bien rédiger le prompt. Et continue jusqu'à ce que je te dise que tu peux y aller. Génial. Et en fait, ça, c'était mon prompt initial. Et en fait, je l'ai transformé en tu es un coach. Et mon objectif, c'est ça. Mon problème, c'est ça. Pose-moi toutes les questions qui vont te permettre de me faire arriver à mon objectif. Et ça marche ? Ça marche extrêmement bien. Alors, je suis coach moi-même, donc c'est vrai que ça m'oblige à être un peu schizophrène, mais en réalité, ça marche extrêmement bien parce que quand je trouve qu'il n'est pas bon coach, je le recadre. Mais ça veut dire que les coachs ont des gros... Non, parce qu'on aura toujours besoin d'humains. Ok. En fait, moi, plus j'avance et j'ai des coachs, moi, dans mes équipes. C'est une offre qu'on a, on fait beaucoup de coaching. Mais plus j'avance et plus je trouve que le coaching le plus puissant, c'est celui par les pairs. Okay. Quand ils sont équipés de véritables outils de coaching. Donc, ou de co-développement. Parce qu'il y a un miroir, un effet miroir extrêmement puissant quand on a un pair en face de soi. Je comprends. Qui, en même temps, a la neutralité de jugement, a les outils pour nous aider à atterrir sur quelque chose. Et donc, je trouve que ces outils-là vont permettre d'équiper des gens pour le co-développement. Alors, ça va peut-être un peu tuer mon business de coaching, mais je ne crois pas, parce qu'en fait, on aura toujours besoin d'un humain. Oui. L'humain le plus puissant pour moi, de mon point de vue, c'est le co-développement. C'est pour ça que j'ai lancé ce club de dirigeants, parce que je trouve que c'est extrêmement puissant. Mais si on les équipe, les gens, avec les bons outils, et ChatGPT est un bon outil pour faire ça. Bien sûr. Ça ne peut qu'aller vers beaucoup, beaucoup plus de profondeur, de quête de ce qu'on ressent. Voilà. D'accord. Hyper intéressant. Se faire coacher en tant que coach par ChatGPT et lui apprendre à mieux vous coacher. Absolument génial, Caroline. Je vois l'heure qui tourne, c'est passé très très vite. Est-ce que tu as un conseil, un point de vue, une suggestion que tu aimerais partager avec nous, à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent dans cette période pas forcément très simple ? Ah, écoute, j'ai fait... peut-être je recommande la lecture du livre de Mathieu Dardaillon. Il est venu nous faire une conférence hier sur Agir dans le chaos. Alors, je ne sais plus quel est le nom du livre. Donc, pardon, est-ce qu'on pourra le mettre en commentaire peut-être ? Bien sûr, on le mettra en commentaire. Mais, Mathieu, comment ? Dardaillon, l'ancien cofondateur de Ticket for Change. Ok.
Très bien. Et en fait, il nous a fait une conférence que j'ai trouvée tout à fait brillante sur le fait qu'on est dans un moment où le sentiment de chaos est extrêmement fort, pour des raisons tout à fait objectives, qu'il nous a largement décrites et qu'on peut imaginer, bien sûr. Notamment l'arrivée de l'IA, mais les guerres, la crise, tout ça. Alors, on a eu d'autres crises dans l'histoire, mais il y a une espèce d'accélération du temps qui fait que c'est très, très intense pour les humains qui le vivent en ce moment. Et il proposait tout un modèle de travail sur soi et de façon d'aborder le monde qui permet de se remettre en mouvement avec plus de clarté. Et j'ai trouvé ça tout à fait inspirant. Et notamment l'idée que c'est important de se fixer un cap, de rêver. Déjà, il nous disait c'est important dans ce chaos du moment de rêver. Et de ce rêve qui n'a pas besoin d'être faisable quand on le rêve. Il ne s'agit pas de rêver quelque chose d'accessible, il s'agit de rêver. Et ensuite, de se dire c'est quoi le plus petit pas que je fais pour aller vers ce rêve. Voilà, aujourd'hui, maintenant, quel est le plus petit pas que je peux faire pour aller vers ce rêve ? Superbe. Voilà. C'est un très joli mot de la fin. Avant que j'oublie, je salue Malo dans ton équipe. C'est le petit clin d'œil de la fin. Merci beaucoup, Caroline, d'être venue sur Mindset le média. Si cet épisode vous a plu, merci de le partager et de nous mettre 5 étoiles sur toutes les bonnes plateformes. À très bientôt. À bientôt, Tim.